Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique Hebdo du 19 novembre 2022. Le numérique, c'est politique. Derrière les écrans se cachent des affrontements idéologiques à l'échelle mondiale. On en parle avec la spécialiste Asma Mala. Le numérique est fondamentalement politique parce que c'est devenu un nouvel instrument de pouvoir, de puissance, de souveraineté aussi. Si vous vous rendez au Qatar, attention aux applications obligatoires pour la Coupe du Monde, nous dira Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ. Si l'application demande l'accès au stockage, eh bien on pourra accéder aux photos et à toute autre information qui sont stockées sur le smartphone. On va parler également de batterie solide. Est-ce l'avenir de la voiture électrique ? Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 68. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Voilà, un programme chargé, c'est parti pour l'actu. Le feuilleton Twitter, ça continue de plus belle et ça tourne quasiment au psychodrame. La semaine s'est terminée en apothéose, si l'on peut dire, avec un ultimatum d'Elon Musk demandant aux employés qui étaient encore là, parmi ceux qu'il n'avait pas virés, s'ils étaient prêts à travailler comme des fous. Et s'ils n'étaient pas prêts, eh bien, ils n'avaient qu'à quitter l'entreprise. Résultat, une bonne partie des équipes a préféré quitter le navire. Parmi eux, notamment, les ingénieurs qui travaillaient sur Blue, le pack de services payants dont on a beaucoup parlé, qui devrait entrer en vigueur le 29 novembre. Rappelons que Elon Musk avait déjà viré la moitié des 7500 employés du groupe Twitter. Et idem avec, en ce qui concerne les contractants extérieurs, notamment les modérateurs de contenu. Bref, une véritable purge. Et à l'heure où cette émission est enregistrée, eh bien, les bureaux de Twitter à San Francisco sont fermés, visiblement. Même les équipes techniques chargées de veiller au bon fonctionnement de la plateforme ne seraient plus à leur poste. Ce qui fait que dès vendredi, sur les réseaux sociaux, et sur Twitter principalement, ce qui est assez amusant paradoxalement, eh bien, tout le monde commentait abondamment et on s'attendait en fait à une panne de Twitter, si ce n'est même à un effondrement total. Elon Musk, quant à lui, continue de poster des messages provocateurs, incompréhensibles. Bref, c'est quand même une situation totalement inédite. On peut rappeler qu'il y a déjà eu des naufrages dans le monde de la tech, comme par exemple MySpace au début des années 2000, mais aucun n'avait été provoqué volontairement de cette manière. Et puis reste à savoir s'il s'agit vraiment d'un naufrage ou simplement de l'application de la méthode radicale d'Elon Musk basée sur le chaos pour faire table rase du passé et recommencer à zéro afin de créer son fameux Twitter 2.0. L'actualité de la semaine, c'est aussi un autre événement spectaculaire, la faillite de la plateforme de crypto-monnaie FTX. Un véritable séisme dans le secteur des cryptos qui se retrouve aujourd'hui du coup en pleine ébullition. FTX est l'une des plus grosses plateformes mondiales permettant de trader des crypto-monnaies, c'est-à-dire d'investir dans des monnaies numériques comme le Bitcoin ou l'Ether. Des investisseurs du monde entier, professionnels ou amateurs, y compris français, avaient mis beaucoup d'argent dans FTX, parfois de manière un peu inconsidérée, et aujourd'hui, il semble bien qu'ils aient tout perdu. Que s'est-il passé ? Eh bien, le 11 novembre 2022, FTX s'est déclaré en faillite aux États-Unis. Tout s'est écroulé, car la société, visiblement, s'était adonnée à des pratiques un peu douteuses. En fait, elle aurait utilisé l'argent de ses investisseurs pour financer les activités d'une autre société, Alameda Research, située aux Bahamas et spécialisée, elle, dans les opérations financières à haut risque. Derrière cette affaire, un homme, il s'appelle Sam Bankman-Fried, alias SBF, retenez bien ce nom, ou en tout cas ses initiales, c'est le fondateur de FTX, et il semble bien avoir pris pas mal de liberté avec l'argent de ses clients, ce fameux SBF. Les premières investigations révèlent en effet que la gestion de l'entreprise était déplorable. La société n'avait même pas de service de comptabilité en interne, tout était externalisé et on soupçonne carrément SBF d'avoir détourné de l'argent, ce qui lui aurait permis d'ailleurs à lui et à d'autres membres de la direction de s'acheter des villas aux Bahamas. Bref, un véritable naufrage avec de fortes suspicions de malversation. Le risque, c'est que cette affaire provoque une crise de confiance pour l'ensemble des crypto-monnaies et pour l'ensemble du marché.
Même si les professionnels du secteur clament qu'il s'agit d'un cas particulier, qu'il ne faut pas que ça jette sur le discrédit sur toutes les plateformes. N'empêche, d'autres plateformes, comme par exemple la française Coinbase, ont quand même dû bloquer les retraits de leurs clients de peur qu'il y ait une hémorragie. Voilà, un scandale qui rappelle un peu la faillite de la plateforme coréenne Terra Luna en début d'année, qui avait fait perdre quelques 40 millions de dollars aux investisseurs. Le 4e plus gros ordinateur du monde vient d'être dévoilé et il est français. C'est le groupe Atos qui a donné naissance à son nouveau bébé baptisé Leonardo. Et il est plutôt costaud, Leonardo, avec une puissance de calcul de quelques 174 pétaflops, c'est-à-dire 174 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça en fait le 4e ordinateur le plus puissant au monde et le 2e en Europe. C'est ce qu'on appelle du HPC, c'est-à-dire High Performance Computing. Leonardo coûte 240 millions de dollars. Il a été installé en Italie, au sein d'un consortium interuniversitaire à Bologne. Et il va servir pour des calculs de météorologie, aussi pour la recherche, notamment en intelligence artificielle ou en sciences des matériaux. Il sera également utilisé, Leonardo, par d'autres pays européens dans le cadre d'une collaboration baptisée Euro-HPC. Dans sa configuration finale, ce gros joujou pourra même offrir une puissance encore supérieure, jusqu'à 250 pétaflops. Alors, comment ça marche ? En fait, c'est une combinaison de processeurs classiques, si l'on peut dire, même s'ils sont les plus puissants, des marques Intel et Nvidia. Il peut y en avoir jusqu'à 10 000 selon la configuration. Ce qui, au passage, d'ailleurs, fait de Leonardo aussi un gouffre énergétique, à la fois pour son fonctionnement et pour son refroidissement, même si Atos affirme avoir développé une technologie de refroidissement par eau qui serait 10 fois plus efficace que le refroidissement par air. Voilà, une performance technique, mais pas seulement, puisque derrière, bien sûr, il y a un enjeu industriel. Il y a un véritable marché des supercalculateurs au niveau mondial, et le français, Atos, espère renforcer sa position sur ce marché, notamment par rapport à HP ou à Lenovo. Atos est actuellement 3e mondial. L'innovation de la semaine, c'est une intelligence artificielle capable de détecter les deepfakes, ces fausses images vidéo créées par intelligence artificielle. Des fausses vidéos de Barack Obama, par exemple, ou de Tom Cruise, ou encore, sans doute pire même, de fausses vidéos pornographiques créées spécialement pour nuire à des personnes sur Internet. Alors ce système s'appelle Fake Catcher, littéralement attrapeur de fake, et il est signé Intel, le fabricant de microprocesseurs. Et ce système permettrait de détecter des deepfakes avec un taux de réussite de 96%. Alors il existe déjà des systèmes de détection de fausses images et de fausses vidéos, mais qui fonctionnent en analysant les pixels les uns par rapport aux autres pour essayer de trouver ce qui ne va pas. Intel explique que son système est différent et plus performant car lui, il recherche des indices authentiques, c'est-à-dire qu'il se base sur de minuscules détails physiques, comme par exemple d'infimes changements de couleur de la peau correspondant au flux sanguin ou encore à des variations de la couleur des yeux. Et bien, donc en comparant cela entre les deepfakes et de véritables vidéos, Fake Catcher serait donc capable de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Sa particularité, c'est qu'il peut fonctionner en temps réel, à condition d'avoir la puissance de calcul suffisante, bien entendu. Donc c'est une technologie qui pourrait intéresser des médias ou des ONG, des organisations non gouvernementales, pour débusquer des deepfakes et ainsi lutter contre les tentatives de propagande à base de fausses images. Monde numérique. Il est temps de passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Je vous le disais dans le sommaire, on va donc parler de cybersécurité cette semaine à l'occasion de la Coupe du Monde de football au Qatar. On va parler aussi de batterie du futur pour les véhicules électriques, la batterie solide. Mais avant cela, comme Monde Numérique, c'est la tech sous tous ses aspects, on va s'intéresser à l'aspect politique de la technologie. On le voit tous les jours, de Cambridge Analytica à Elon Musk, en passant par le piratage des câbles sous-marins, et les fake news, la désinformation. Le numérique est vraiment devenu un territoire d'affrontement politique et géopolitique.
Par exemple, aux États-Unis, on peut se demander si Elon Musk, qui parle à tout bout de champ de restaurer la liberté d'expression, ce n'est pas un peu en réaction à la montée du wokisme. Il avait expliqué dans un tweet qu'il était passé du centre-gauche à la droite à cause de la radicalisation de la gauche américaine. Et puis, c'est aussi au niveau des États entre eux qu'ont lieu les affrontements idéologiques d'aujourd'hui, avec le numérique pour nouveau champ de bataille. Voilà, en raison de cette actualité, c'est ce sujet qui m'a paru intéressant d'aborder cette semaine avec une spécialiste. Bonjour Asma Mala. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris et à l'École Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions. Alors, en quoi le numérique est-il aujourd'hui politique ? Le numérique, ou plutôt la technologie, est fondamentalement politique parce que c'est devenu un nouvel outil ou un nouvel instrument de pouvoir, de puissance, de souveraineté aussi. C'est autour de ça que se cristallisent un certain nombre de combats, de guerres, de courses technologiques notamment, et surtout une course hégémonique qu'on voit apparaître et qui est en train de vraiment prendre une puissance assez extraordinaire entre la Chine et les États-Unis. Cristallisée récemment autour des semi-conducteurs, mais pas que. La conquête spatiale, les questions de cloud, la question de la donnée, de la data, etc. Et c'est en ça que la technologie fondamentale, elle est vectrice d'une vision du monde et d'une idéologie. C'est-à-dire que Internet aujourd'hui n'est plus uni, il est bipolarisé. Il est multipolarisé. Ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle le splinternet. Alors le splinternet, il n'y a pas de consensus sur sa définition encore tout à fait claire. Il y a en tout cas beaucoup de réflexions, de batailles sémantiques et même en réalité opérationnelles. À partir de quand commence ce splinternet ? Quand est-ce que ça se termine ? Sur quelle couche du cyberespace il se joue, etc. En gros, ce qu'on entend par le splinternet, c'est la fragmentation. Alors, ne surtout pas dire balkanisation, ça ferait du mal au Balkan, mais la fragmentation de l'Internet global et dans son projet initial, en autant finalement de blocs idéologiques. Et du coup, quand on reprend les trois grandes couches de façon très macro du cyberespace, la couche infrastructures solides, les infras, les data centers, les satellites, les câbles sous-marins, la couche vraiment des systèmes d'information et des protocoles, et enfin la couche, disons, sémantique et applicative, on voit apparaître de façon plus ou moins forte, plus ou moins profonde, une fragmentation. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est la Chine, qui a vraiment développé pratiquement un Internet sous un format d'intranet dès la fin des années 90 derrière son firewall, et avec son propre écosystème, et les fameux BATX, mais pas que. Les géants numériques chinois. Les géants numériques chinois, mais pas que. C'est-à-dire que ils ont été en odeur de sainteté pendant très longtemps, et là, les relations commencent à être un tout petit peu plus compliquées. Le PCC essaye de les remettre vraiment au pas, et avec tout un tas d'instruments, qu'ils soient juridiques, la disparition de Jack Ma. La disparition de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. L'arme aussi juridique, les sanctions, les amendes qui ont été infligées au BATX sont assez importantes. Et puis, ils font, en ce moment en tout cas, ils font pousser une nouvelle génération de ce qu'ils appellent, eux, les Little Giants, qui sont censés être ces startups disruptives qui vont vraiment se positionner sur les secteurs stratégiques de la tech, l'IA, le quantique, le cyber, par exemple. Pour les prochaines générations, et notamment pour les usages, parce que vous savez que la technologie est duale, essentiellement pour les usages militaires. Et ce qui explique aussi la compétition et aujourd'hui même une forme de guerre technologique, entre guillemets, entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont très aujourd'hui inquiets de ça et sont en train de mettre en place tout un tas de stratégies de coercition pour isoler et bloquer le développement de la Chine. Mais donc, je reviens sur mon splinternet. Donc, vous avez ce bloc chinois qui est relativement autonome, pas tout à fait, mais relativement. La Russie, qui a des velléités, alors avec moins de succès, là je renvoie vers les travaux de Kevin Limonier par exemple. Mais les fameuses fermatrolles, etc., il y a une exploitation très offensive des technologies. Très offensive, et surtout, la Russie a été un des premiers pays, en tout cas en Europe, à avoir compris le concept de souveraineté. Oui. Alors eux, c'est même la souveraineté informationnelle, c'est-à-dire que c'est un projet idéologique très clair et politique très clair. Très vite, en fait, dès le début des années 2000 et surtout au retour de Poutine à partir de 2012, ils ont compris que pour garder sous cloche
l'opinion publique, la population russe. L'information était absolument clé, et pour garder le contrôle de l'information, il fallait avoir le contrôle de leur cyberespace. Et donc, assez vite, ils ont mis en place des lois, une série de lois sur la souveraineté technologique, donc informationnelle. La souveraineté informationnelle, c'est un terme de Poutine, hein, donc c'est à prendre, on peut le réutiliser, moi je trouve que c'est un très bon concept, mais il faut le replacer dans son contexte. Et donc, ils ont développé typiquement le RUNET. Alors, le RUNET, c'est la dernière couche du cyberespace, c'est la couche un peu applicative. Sur les couches basses et les infrastructures, disons, solides de l'économie numérique et intermédiaire, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire le réseau est un peu plus complexe. Et donc, ils font tout un tas de test and learn, de tests, de reprise de contrôle du réseau. C'est en cours. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Mais en tout cas, l'objectif est bien d'avoir cet espace ou cette sphère informationnelle sous contrôle. L'Iran aussi a une stratégie disons, de découplage technologique et numérique. Et puis enfin, nous, le camp occidental. Et le camp occidental, ça ne veut rien dire. Il y a les États-Unis qui sont la première puissance mondiale. Et puis encore une fois, l'Europe qui n'en est visiblement qu'un enjeu. On n'est plus tellement sujet de notre fameuse troisième voie, qui n'est que théorique et discursive, mais on est devenu l'enjeu au même titre que l'Afrique, en fait. On est des zones à conquérir et à exploiter. Je me demande même si elles ne sont pas déjà relativement conquises. En fait. Asma Mala, ces affrontements dans le champ numérique nous amènent inévitablement à quelque chose qui est aujourd'hui une réalité, qu'on appelle la cyberguerre. Oui, alors, la guerre cyber, ou en tout cas le cyber, apporte une 5e dimension à la guerre conventionnelle, au même titre que terre, mer, air, espace. Et donc, la 5e dimension, c'est le cyber. Le cyberespace, ce sont les fameuses 3 couches. Et donc, sur les 3 couches se joue aussi la guerre. Sur la couche de l'infrastructure, c'est jouer la question des câbles sous-marins. Est-ce que les Russes vont couper ou pas ? C'est jouer la question du bombardement de data centers. Ils ont pu le faire. Se joue la question des satellites, et notamment Starlink. Et on retrouve Musk dans notre histoire, dans la guerre d'Ukraine. Et typiquement, la semaine dernière, vous avez le ministère des Affaires étrangères russe qui a sorti un communiqué disant qu'il ne comprenait pas que dans le cas d'une guerre militaire de haute intensité classique, des satellites civils soient utilisés comme armes de guerre ou d'accompagnement. Et donc, ne s'interdisait pas la possibilité d'attaquer Starlink, entre autres. Ils n'ont pas nominativement désigné Starlink, mais on comprend qu'il s'agit de Starlink. Donc la guerre se joue d'abord dans le champ cyber sur la couche infra. Sur la couche des protocoles et des systèmes d'information, là vous avez les très classiques cyberattaques sur lesquelles aujourd'hui on a encore assez peu de recul sur pourquoi on n'a pas eu ce grand chaos, cette fameuse cyberguerre que tout le monde attendait tant, où on croyait vraiment que la guerre d'Ukraine en février dernier allait être vraiment le laboratoire, l'espèce de point culminant avec des cyberattaques absolument extraordinaires. Alors il y en a eu, mais il y a des petites choses. C'était plutôt des petites choses. Alors pourquoi ? Et pourquoi ? Il y a un certain nombre d'hypothèses qui circulent. Est-ce que c'est parce que l'armée ukrainienne a été suffisamment aidée et suffisamment résiliente ? Parce qu'en fait, l'Ukraine fait l'objet d'attaques et de cyberattaques de la part de la Russie depuis 2014 en réalité, ou même encore avant. Et donc, est-ce qu'ils ont développé une force ? En fait, ils arrivent à se défendre, quoi. Une défense, absolument, avec l'aide des Américains. Le Cyber Command d'une part, et Microsoft a aussi pas mal aidé. Le fameux rapport Microsoft qui est assez polémique, mais en tout cas qui a le mérite d'exister, qui explique et qui fait l'état des lieux des cyberattaques et de comment Microsoft a aidé le gouvernement ukrainien à répondre et à éviter et à monitorer ces cyberattaques. Donc, le champ des cyberattaques, ça peut être la résilience ukrainienne avec l'aide des Occidentaux et des Américains en particulier. Ça peut être la difficulté pour la Russie, mais qu'on retrouve dans tout un tas d'autres pays comme Israël, comme les États-Unis, d'intégrer le réflexe cyber dans la chaîne de commandement militaire classique. Ça peut être aussi une hypothèse. On n'est peut-être pas encore assez mûr sur l'arme cyber, vraiment, en temps de guerre. Et puis la troisième possibilité, c'est tout simplement que on a peut-être surestimé les forces russes, tout simplement. À voir. Et ça, c'est le recul et c'est le temps qui va nous le dire. Quand il y a eu les attaques de Stuxnet en Iran fomentées par les États-Unis, on a fini par avoir le fin mot de l'histoire 2 ans plus tard. Donc, c'était pas la même époque. C'était une autre époque. C'était une autre époque, mais je pense malgré On était au virus introduit par les clés USB, etc. C'est vrai.
Mais les secrets sont arrivés vraiment au fur et à mesure, et réellement, on a fini vraiment par comprendre tout ce qui s'était passé, vraiment longtemps plus tard. Donc, on verra quelle est l'hypothèse prédominante. Et puis enfin, je termine, la guerre informationnelle ou la lutte informationnelle sur la couche des réseaux sociaux, des applicatifs, la dernière couche du cyberespace. Ce qui relève presque du soft power, enfin de l'influence. De l'ingérence pure, de l'influence pure. Là, je renvoie vers les excellents travaux de l'IRSEM, qui ont sorti 2 rapports, mais vraiment à lire parce qu'ils sont passionnants, notamment sur les stratégies de désinformation russes, où ils expliquent vraiment, mais par le menu, comment est-ce que la Russie, mais aussi les groupes para-étatiques autour du Kremlin, ou même pas directement affiliés au Kremlin, organisent de façon très industrielle la désinformation et les campagnes d'ingérence. Et alors, les fameuses fermatrolles. C'est pas que ça. Les fermatrolles ne sont qu'une étape, ça c'est fondamental par contre, ne sont qu'une étape d'une stratégie de désinformation. Une stratégie de désinformation, c'est une stratégie qui est pensée d'un point de vue politique. Vous comprenez l'environnement socio-économique de votre cible. Une stratégie de désinformation en Afrique n'aura pas du tout la même tête, le même format qu'en France, qu'aux États-Unis. Bien sûr. Vous comprenez le contexte. 2, vous construisez le narratif. Le narratif que vous allez injecter, ou les narratifs que vous allez injecter. L'idée derrière, et l'enjeu derrière, c'est bien de semer la confusion, de déstabiliser, et même parfois d'encourager 2 camps contraires, l'idée étant de brutaliser et de polariser. La question n'est pas du tout la vérité, la question n'est pas du tout de vendre le modèle russe ou chinois, parce que les Chinois s'y mettent aussi maintenant, sur le modèle russe d'ailleurs, mais juste de taper sur les failles d'une société donnée pour la déstabiliser. Ensuite, vous allez avoir les modalités de viralité inauthentique, les fermatrolles, l'astroturfing, les faux comptes, les commentaires qui sont complètement phagocytés, etc. Et là, vous allez retrouver Prigojine avec le fameux... Prigojine, j'explique un peu qui c'est. Prigojine, c'est un proche de Poutine, qui est le patron notamment de Wagner, qui est la milice russe, les mercenaires, le groupe de mercenaires russes qu'on retrouve en Afrique, mais aujourd'hui beaucoup en Ukraine, et qui est aussi le patron de l'IRA, de l'Internet Research Agency, qui est une des plus grosses fermatrolles, donc para-étatiques, para-Kremlin. C'est pas lui qu'on appelle le boulanger ou le cuisinier. Le cuisinier de Poutine. Ouais, parce qu'au départ, il faisait des hot dogs, en effet. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Prigojine, aujourd'hui, prend de plus en plus d'importance dans la politique et dans l'entourage proche de Poutine, d'une part, et d'autre part, au moment c'est assez marrant parce que, une espèce de momentum, au moment où il y a eu l'annonce du rachat de Musk, de Twitter par Musk, quelques jours plus tard, vous avez Prigojine qui a expliqué très tranquillement et très sans aucun problème qu'en effet, oui, l'IRA et lui-même avaient bien organisé les campagnes d'ingérence russes en 2016, au moment des campagnes de la campagne présidentielle de 2016. Donc là, on fait plus semblant. On passe de la cyberguerre froide à la cyberguerre chaude, quoi. À la cyberguerre, je m'en fous. À la cyberguerre, j'assume. À la cyberguerre, les masques, en fait, vraiment. Ouais. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce qu'on va plus faire semblant, là. Donc, on le fait et c'est assumé. Donc, voilà un peu les champs de la guerre dans le cyber. Donc, les 3 strates que vous décrivez sur cette... et interdépendantes, hein, on peut les combiner. Et dernière chose, quand même, sur la désinformation, ce sont des stratégies, 1, à bas coût, et 2, qui se font sur le temps long. Ceux qui racontent que c'est du désordre informationnel ou le chaos informationnel, non, le chaos informationnel, ce n'est que la conséquence voulue et volontaire et intentionnelle d'une stratégie pensée. Et en fait, quand on voit des grands scandales, les pseudo-révélations, les Macron Leaks, qui étaient aussi potentiellement, probablement attribuables, non pas attribués, mais attribuables, il y a toute la question de l'attribution aux Russes. Là, c'est des campagnes en fait qui travaillent plutôt la société sur le temps long. Elles infiltrent. Et elles infiltrent au fur et à mesure jusqu'à devenir organiques. C'est-à-dire que les narratifs russes sont aujourd'hui portés de façon native par des leaders d'opinion d'extrême gauche, d'extrême droite, et tout ça, et comme si c'était leur propre discours, leur propre vision du monde. Ça s'imprègne. Et c'est là où c'est très pernicieux. Question bête, qui est le plus fort dans l'histoire ? Qui a le leadership aujourd'hui, d'après vous ? Tout dépend de ce dont on parle. Sur les questions cyber, les États-Unis sont très bons. L'Israël se débrouille très 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 bien. Les logiciels espions, c'est fondamental et c'est impressionnant parce que ça raconte aussi d'autres choses du système qui est en train de se mettre en place et de ce qu'est l'État. Et de ce que doit être l'État, parce que c'est ça la question fondamentale derrière, c'est qu'est-ce que ces géants technologiques, par toute leur
multiplicité et ambivalence de rôles racontent non pas d'eux-mêmes, mais de l'État, de ce qu'est l'État. Et l'Europe Silence évocateur. L'Europe... Alors, pour ne pas dresser un tableau trop pessimiste, 2019 arrive Thierry Breton à la tête de la Commission européenne. Je la fais dans ce sens, parce que sinon on va se tirer une balle. Donc on va essayer d'être le plus neutre possible. 2019 arrive Thierry Breton à la tête, enfin pas à la tête, au sein, plus exactement, de la Commission européenne. Et là, il se passe un vrai virage doctrinal en Europe. Vraiment. C'est-à-dire qu'on prend conscience, et puis après va arriver très très vite aussi la crise Covid, etc. On prend conscience de nos faiblesses et de l'enjeu de la souveraineté, notamment technologique, mais pas que. Vous allez avoir les mêmes prises de conscience dans l'énergie, l'alimentaire, enfin l'agroalimentaire, etc. Donc dans le domaine technologique, il y a une prise de conscience. Ce que, en fait, Emmanuel Macron va appeler l'autonomie stratégique à juste titre. On va peut-être revenir sur pourquoi c'est plus juste de parler d'autonomie stratégique que de souveraineté. Donc, à partir de là, vous avez une prise de conscience et un certain nombre de choses qui sont prises, de décisions qui sont prises. Thierry Breton a plutôt brillé par une formule, enfin, moi, ce que j'appelle la souveraineté normative défensive. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de géant technologique, quand vous n'avez pas réussi à développer votre DARPA européenne, quand vous n'avez pas réussi à développer votre Airbus européen et votre je ne sais quoi... vous faites des règlements. On fait de la norme. Mais, attention, c'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que si on reprend le DSA et le DMA, qui sont un peu les deux textes fondateurs, avec aussi un peu le Data Governance Act sur d'autres sujets et sur d'autres enjeux, quand vous n'avez pas vos champions, quand vous n'avez pas vos géants, quand vous n'avez pas votre infra, qu'est-ce que vous faites ? Vous territorialisez celle des autres. Et c'est en ça que c'est très important ce qui se passe avec ces textes-là. C'est-à-dire que dans la théorie, dans la façon dont, dans leur philosophie, on va dire, ils territorialisent les big tech américains. Et en ce sens, c'est important parce qu'ils sont obligés de respecter nos normes, nos règles, donc nos valeurs. Ce n'est pas négligeable. On fait souvent du bashing de la norme, le droit, ça. En réalité, c'est fondamental. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que sans politique industrielle technologique pensée, réfléchie, qui soit fine, on peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas débloquer 5 milliards sur du cloud ou même 50 milliards sur du semi-conducteur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si ce n'est pas fléché, si on n'a pas compris l'état des lieux des filières, si on n'a pas compris nos forces, nos faiblesses, et où est-ce qu'il faut qu'on tape de façon vraiment très concentrée. En plus, dans un moment où on est plutôt exsangue, enfin, en tout cas, on ne peut pas se permettre de dilapider les deniers publics. Donc, il y a un vrai enjeu sur la politique industrielle. Celle-ci est encore un peu en difficulté. Et c'est en ce sens que la souveraineté, disons, normative, entre guillemets, est importante. Donc, on est sur la bonne voie. On est sur un damage control. On contrôle les dégâts. Merci. Asma Mala, enseignante à Sciences Po et à l'École Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Merci beaucoup. On va rester un peu dans le même sujet avec une actualité en matière de cybersécurité. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ, partenaire de Monde Numérique, pour aborder chaque mois un sujet lié à la cybersécurité. Alors, le Qatar, la Coupe du Monde de football, a conduit la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté française, à émettre une recommandation pour les Français se rendant sur place, en leur conseillant d'utiliser un autre smartphone que leur appareil habituel à cause de 2 petites applications obligatoires à télécharger sur place. De quoi s'agit-il exactement, Benoît ? Donc ces 2 logiciels permettent l'accès au match en tant que spectateur et permettent également de valider votre passe sanitaire pour le Covid. Mais le problème, c'est qu'il y a suspicion d'espionnage. Alors, ces logiciels vont, comme tout logiciel, lorsqu'ils seront installés sur votre smartphone, demander un certain nombre de permissions. Il se trouve qu'à ce jour, nous n'avons pas d'analyse précise de ce que peuvent faire les logiciels. Par contre, ce qui est sûr, c'est que à distance, n'importe quel éditeur de logiciel peut récupérer un certain nombre d'informations sur le smartphone sur lequel il était installé. Si l'application demande l'accès aux contacts, eh bien les contacts peuvent être aussi exfiltrés. Si on demande l'accès au stockage, eh bien on pourra accéder aux photos et à toute autre information qui sont stockées sur le smartphone. Donc la CNIL a fait preuve
de prudence en avertissant ses ressortissants qui vont se rendre au Qatar que la zone géographique dans laquelle ils vont se trouver n'est pas une zone qui partage les mêmes valeurs que la France et l'Europe en termes de protection des données et également de liberté quant aux libertés intrinsèques humaines. Notamment, il rappelle l'importance de ne pas filmer ou de ne pas prendre en photo des éléments jugés sensibles et de se conformer aux règles qui sont celles du pays en question. Alors ça, c'est pour le Qatar, Benoît Grunemwald. En Iran, eh bien, vous avez identifié, vous, chez EZ, un système de surveillance massive également, qui s'appelle Furball. De quoi s'agit-il ? Effectivement, et c'est une campagne, comme on l'appelle, menée depuis 2016, qui a été mise à jour très récemment, il y a moins d'un mois. Et cette mise à jour concerne un logiciel espion qui va être installé de manière subversive sur les smartphones des citoyens iraniens, parce qu'ils sont amenés à télécharger cette application à partir d'un faux site d'information qui propose des articles traduits dans leur langue. Et quand vous êtes sur ce faux site, eh bien, on va vous inviter à télécharger une application qui va permettre la traduction. Et quand vous allez installer cette application, eh bien, en fait, vous avez une partie qui est légitime, mais vous avez une partie qui repose sur un logiciel espion bien connu et qui, lui, va permettre aux opérateurs de cette menace de pouvoir récupérer des informations depuis votre smartphone. Quel type d'informations ? En fonction des permissions, encore une fois, que l'on va donner et ou que l'éditeur du logiciel va demander, eh bien, vous allez avoir accès aux contacts qui vont pouvoir ensuite être transmis dans le cloud de l'éditeur. Vous allez pouvoir avoir accès aux messages, vous allez pouvoir avoir accès au système de fichiers, c'est-à-dire finalement à l'intégralité du smartphone. Et ce qui est vraiment dangereux, c'est que lorsque vous installez ce type de logiciel, eh bien, vous allez par défaut, comme on le conseille régulièrement, mettre à jour le logiciel. Et au moment où vous allez l'installer, peut-être que ces fonctionnalités vont être limitées, mais quand vous allez faire des mises à jour, eh bien, l'éditeur va pouvoir rajouter différentes fonctionnalités qui vont lui permettre d'en savoir encore plus et d'être encore plus curieux et de rentrer plus profondément dans votre smartphone. Alors ça concerne les personnes qui vivent dans ces pays, donc. Mais pour les voyageurs qui se rendent sur place, quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? Eh bien, les bonnes pratiques sont à la fois celles recommandées par la CNIL, mais également des bonnes pratiques que l'on doit avoir d'ailleurs sans voyager. La première, c'est quand on se rend dans une zone qui n'est pas aussi hospitalière que l'Europe l'est avec les données personnelles. Effectivement, si l'on peut voyager avec un smartphone soit neuf, soit reconditionné ou remis à zéro, c'est un plus. On doit également protéger celui-ci, bien entendu avec une suite qui va détecter les logiciels espions, mais également avec des bonnes garanties d'accès au smartphone. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité d'avoir le déverrouillage par empreinte digitale, par un code, par Face ID également, c'est vraiment mieux que d'avoir un niveau de protection qui serait insuffisant, par exemple avec un code à 4 chiffres. L'ANSSI, d'ailleurs, l'agence officielle de sécurité informatique, fait d'ailleurs des recommandations également. Effectivement. Alors ces recommandations sont plutôt destinées aux travailleurs qui voyagent dans ces zones-là pour protéger leurs secrets industriels, mais on peut très aisément faire le lien avec des bonnes pratiques pour nous, particuliers, et des recommandations qui sont d'ailleurs similaires. Ils ont, depuis 2014, émis un passeport qui regroupe 9 conseils à destination de ces voyageurs. Et dans ces conseils, on va avoir des similarités telles que voyager avec un ordinateur qui est dédié au voyage, sauvegarder vos données avant d'y aller, n'emmenez pas des données personnelles, verrouillez et gardez un œil en permanence sur votre matériel. Et bien entendu, ce que l'on peut d'ailleurs rencontrer aujourd'hui et au quotidien, ne vous connectez pas à des Wi-Fi que vous ne connaissez pas, ne branchez pas des éléments de type USB ou stockage amovible que vous ne connaissez pas et ou que l'on vous aurait offert. Certaines histoires d'ailleurs racontent que beaucoup de cadeaux sous forme USB contiennent bien plus que le joli petit cadeau physique qu'il est. Et oui, il faut parfois se méfier de certains cadeaux. Merci Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ.
Dans la course à l'électrification des transports, et si la solution était une innovation dont le nom tient en 2 mots, batterie solide. Mieux que les actuelles batteries lithium-ion à électrolyte liquide, les batteries à électrolyte solide sont présentées comme l'avenir de la voiture électrique. Les annonces à ce sujet se multiplient. On en parle avec Éric Dupin, spécialiste de l'électromobilité, du site et du podcast Automobile Propre et du site electromobiliste.fr. Bonjour Éric. Bonjour Jérôme. Alors en quoi consistent ces batteries solides ? Alors d'abord, il faut savoir que les batteries solides, c'est quelque chose dont on parle depuis peu de temps, effectivement, mais ça existe depuis pas mal de temps. Ça existe, je crois, les premières expérimentations remontent à plus de 30 ans, ou à plus de 25 ans en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors sans trop rentrer dans la technique et dans la chimie, en fait, il faut comprendre qu'une batterie, pour comprendre comment fonctionne une batterie solide, il faut savoir comment fonctionnent les batteries aujourd'hui. Les batteries actuelles sont des batteries, les batteries pour les voitures électriques sont des batteries au lithium-ion qui font circuler des électrons entre les 2 électrodes. Bon, voilà, pour être sans trop rentrer dans la technique, le pôle négatif et le pôle positif. Dans une batterie lithium-ion, cet électrolyte est liquide, c'est-à-dire qu'en fait, les ions circulent dans un électrolyte qui est une substance chimique à base de sel la plupart du temps. La batterie tout solide, c'est une batterie dans laquelle il n'y a plus de liquide, il n'y a plus d'électrolyte, et en fait on utilise un matériau solide, une sorte de polymère qui va conduire l'électricité entre l'anode et la cathode. Voilà pour la partie technique. Alors effectivement, c'est pas super récent, mais les constructeurs de voitures électriques s'y intéressent maintenant beaucoup parce que c'est plein de promesses avec des enjeux qui sont effectivement très intéressants, des enjeux industriels et puis d'usage aussi. Et quels sont les avantages, Éric, de ces batteries solides ? Alors, il y a des avantages théoriques. Je dis théoriques parce qu'on est toujours en phase d'expérimentation, même si certains constructeurs ont commencé à passer aux expérimentations roulantes, mais avec des batteries, alors qui sont pas complètement des batteries solides, mais des batteries semi-solides. Encore une fois, sans trop rentrer dans le détail de la technologie et de la chimie, les avantages, c'est des temps de charge qui seraient divisés par 2 ou 3. Ça serait des coûts aussi beaucoup moins importants, même s'il y a encore débat sur le sujet, on y viendra peut-être après, et puis une densité énergétique multipliée par 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une batterie solide pourrait proposer une autonomie pratiquement du double d'une batterie lithium-ion à densité et à masse et à poids et à encombrement égal. Donc là, on imagine bien que ça serait un progrès très important puisque une batterie du poids de celle qui équipe aujourd'hui les voitures actuelles qui font en moyenne 4 à 500 km d'autonomie pour les meilleures pourrait passer à une autonomie proche des 1000 km. Et il y a également des avantages en matière de sécurité, hein ? Ouais, complètement. Il y a des avantages en termes de sécurité puisqu'on sait que les batteries actuelles au lithium-ion ont parfois des risques d'emballement thermique. On le connaît. On a eu plein d'exemples de batteries qui se sont enflammées, qui ont pris feu, avec des départs de feu, que ce soit dans les téléphones ou dans les plus gênants dans des voitures. Avec les batteries solides, il n'y aurait plus ce risque puisque le polymère solide n'aurait pas de risque d'inflammation. Alors, en ce qui concerne l'industrie, où est-ce qu'on en est ? On sait que des constructeurs, donc, commencent à s'y intéresser vraiment. Oui, alors les constructeurs commencent à s'y mettre, à se pencher sérieusement sur la question. Alors en fait, c'est plutôt arrivé par l'innovation des startups. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs startups aujourd'hui qui se sont mobilisées sur le sujet de la batterie solide et qui sont déjà très en avance sur le sujet. Et en fait, les constructeurs aujourd'hui, qui sont des gros industriels, rentrent sur la batterie solide par le biais de l'innovation dans les startups, soit en prenant des parts dans des startups qui sont spécialisées dans les batteries solides, soit peut-être en les rachetant. Alors, dans les startups les plus en vue aujourd'hui, il y a Prologium, qui est une startup basée à Taïwan, si ma mémoire est bonne, et puis QuantumScape, qui est une startup américaine. Et donc, les constructeurs investissent dans ces startups pour sensibiliser et puis stimuler leur département recherche et développement afin d'accélérer sur les batteries solides. Mais tout le monde n'y croit pas, visiblement. Tesla, par exemple, n'est pas sur cette voie-là.
Ouais, alors c'est assez étrange, mais Tesla ne s'est jamais trop prononcé officiellement sur les batteries solides. Mais en tout cas, on constate que justement, c'est un silence un petit peu assourdissant, puisque Tesla ne prend pas vraiment position, mais on en déduit que Tesla n'y croit pas trop. Et une des autres preuves que Tesla n'y croirait pas trop, c'est que pour l'instant, il semblerait que la marque américaine n'ait absolument pas lancé d'investissement ou de recherche et développement sur les batteries solides. En tout cas, officiellement. On imagine bien que dans les laboratoires de Tesla, il y a certainement des tests qui sont faits. Mais en tout cas, Tesla semble plutôt vouloir investir dans sa technologie des batteries 4680, qui sont des batteries un petit peu plus grosses et proposant jusqu'à 16% de densité énergétique supplémentaire. Donc en fait, voilà, Tesla continue un peu à tracer son sillon, à suivre sa propre voie. Espérons pour eux que ça ne soit pas le début d'un déclin ou d'une prise de retard sur les enjeux autour de la batterie solide. Éric Dupin, ça veut dire qu'avec ces batteries solides, on aurait sans doute moins besoin de lithium, hein, cet or blanc, hein, comme on l'appelle, après lequel tout le monde court aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, on aura moins besoin de lithium, mais on aura toujours besoin de matériaux spécifiques pour les batteries solides. Alors, je suis pas spécialiste à ce point de la chimie pour pouvoir comme ça parler des enjeux énergétiques, mais en tout cas, effectivement, ça libérerait probablement les constructeurs et puis les enjeux environnementaux de ce besoin impérieux qu'on a aujourd'hui de lithium pour nourrir les batteries des voitures électriques, entre autres. Alors, est-ce qu'on sait un peu où en sont les Européens dans cette course à la batterie solide ? Alors, ils s'y intéressent, ils regardent. Je crois que le groupe Stellantis regarde ça de près, a même investi. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que l'un des premiers utilisateurs et l'un des premiers metteur au point des batteries solides, c'est le Bolloré avec sa Blue Car, qui est une voiture alimentée à la batterie solide, mais qui pose des problèmes parce que ils étaient un petit peu en avance et la voiture est pas complètement, la technologie n'est pas complètement au point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ce sont des voitures qui ont besoin d'être branchées en permanence pour garder les batteries en température. Sinon, celle-ci se décharge complètement très vite. Donc, ça prouve qu'il y a encore un petit peu loin de la coupe aux lèvres et que cette technologie très prometteuse n'est pas totalement au point. Et c'est la raison pour laquelle les constructeurs visent plutôt un horizon 2025, 2028 pour Nissan, voire 2030 pour les autres. Merci beaucoup Éric Dupin, spécialiste de l'électromobilité que l'on retrouve donc sur le site et dans le podcast Automobile Propre et également sur le site electromobiliste.fr. C'est la fin de ce numéro 68 de Monde Numérique. Un grand merci pour votre fidélité, vous qui écoutez régulièrement, je le sais. Je le sais grâce à vos messages, je le sais grâce à vos encouragements divers et variés. Continuez, surtout, faites connaître ce podcast. Je vous prépare pour la fin de l'année quelques petites surprises. On est en train d'y travailler, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça devrait être assez sympathique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interviews de Monde Numérique en version intégrale et en épisodes séparés, tout simplement dans la liste des épisodes sur le podcast Monde Numérique. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine pleine de numérique. À samedi prochain.